Moi, c'était donné un mois et demi pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête. On était un couple colocataire, en gros, si tu veux, c'est tout. On était là que pour la maison et les enfants, et c'est tout. Après, il y avait, moi, elle ne me disait plus rien. Ce procès était une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. C'est pas la voiture de Bernard. Puis j'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge de celle. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Et ce procès du jubilard, bien entendu, qui repose sur cette condamnation uniquement sur l'intime conviction. Je m'adresse à vous, Philippe Bilger. Est-ce que il y a dans cette intime conviction quelque chose d'humain ? Ouais, alors ce qui me gêne dans la question de Sud Radio, et pourtant par nature excellente, c'est le fait qu'elle laisse croire que l'intime conviction, c'est une sorte d'impression comme ça qui conduirait les jurés à condamner. Mais intime conviction, quand on connaît un peu l'étymologie latine, ça veut dire une certitude qui n'a pas besoin d'être démontrée. Et en réalité, avec la motivation des cours d'assises et le très long délibéré de 6 heures qui a vu probablement s'entrechoquer l'argumentation des accusateurs, ils étaient 2, au demeurant très remarquables, et l'argumentation des 2 avocats, ils étaient 2, apparemment très remarquables aussi, comme Le Monde l'a dit, eh bien, nous avons eu 6 heures où les présomptions ou les preuves, parce que des présomptions à la fin d'un débat deviennent des preuves pour l'accusation et une destruction de preuves pour la défense, ont abouti à la condamnation de Cédric Jubilard. Je n'aurais pas la prétention, n'ayant pas été au procès et n'ayant pas été naturellement accusateur, de considérer que les preuves contre en faveur de Cédric Jubilard étaient dérisoires ou insuffisantes. Je constate simplement que les éléments à charge, et qui ont été multiples, notamment la personnalité déplorable de l'accusé, ont emporté la conviction du jury au bout de 6 heures avec 30 ans de réclusion. Et donc, je prends acte de cela, je comprends la condamnation, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les plaidoiries en face n'ont pas été bonnes. La parole est à la défense, maître Jean-Yves Le Borgne. Je crois qu'il faut se souvenir du fait que l'intime conviction qui est dans la loi, c'est l'article 353 du Code de procédure pénale, appartient à un autre temps. C'est un texte du 19e siècle et qui, en quelque sorte, montre bien que l'intime conviction prend la place de la preuve. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur demande pas de justifier la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur demande de s'interroger dans le recueillement et le silence. Avez-vous une intime conviction? Ça appartient à un temps où finalement le recueillement, le repli sur soi pouvait en quelque sorte amener une révélation, une grâce. Et voyez-vous, j'ai un peu le sentiment que aujourd'hui, l'intime conviction, c'est ce qui prend la place de la preuve quand elle n'existe pas, c'est cette forme de certitude intime. Peut-on, dans des cas aussi graves, avoir recours à ce qui est peut-être une certitude intime, mais qui ne repose pas sur des faits objectifs. Il y a là un véritable problème. Je me souviens d'une vieille affaire. Alors nous n'étions pas en cour d'assises, nous n'étions pas dans une affaire de meurtre ou de disparition de personnes. C'était un banal vol où le président, revenant après le délibéré, regarde mon client, je m'attendais à une condamnation, et lui dit, bon, allez, le tribunal vous relaxe, mais attention, recommencez pas. Mais vous, oui, mais ça paraît drôle comme ça. En réalité, cela voulait dire, j'ai la certitude intime
que vous êtes coupable. Mais mon dossier ne me permet pas d'en apporter la preuve. Alors je joue le jeu. C'est un jeu tragique que la justice, mais il faut quand même lui donner des règles. Sébastien Ménard, est-ce qu'il y a un risque de subjectivité selon vous ? C'est intéressant d'avoir les trois avis différents, peut-être, ou pas. Non, mais il y a nécessairement beaucoup de subjectivité, puisque, il y a un faisceau de convergence. Enfin, moi, j'ai suivi ça avec. J'ai pas envie de dire avec gourmandise, parce que derrière ça, il y a quand même un drame. Il y a des enfants qui ont plus de maman, etc. Mais en fait, le sujet, il est intéressant et il est d'une banalité absolue. On a le droit de s'aimer et de se désaimer. Ils se sont aimés et ils n'ont pas su se désaimer. Et il y a une disparition. Est-elle partie? A-t-elle été assassinée par son mari? Enfin, donc oui, il y a beaucoup de subjectivité, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup. Vous parlez maître dans l'intime conviction, cette espèce de silence introspectif dans lequel on doit se plonger. Je me suis couché très tard hier pour regarder justement l'intégralité de cette affaire. Mais on se pose des questions à un moment donné. Qu'est-ce qui peut pousser un homme d'une banalité? Moi, je suis moins quelque part. Je ne condamne pas le personnage, l'histoire du personnage, la jeunesse du personnage, la médiocrité de sa vie. Enfin, nous sommes qui pour juger de la médiocrité de professionnelle, intellectuelle, humaine de quelqu'un? Enfin, moi, je ne me le permettrai pas. Voilà, mais c'est d'une banalité. Sauf que ça finit par un drame absolu, quoi. Voilà. Donc c'est évidemment très subjectif. Allez, vous restez avec nous. Philippe, 20 secondes, 30 secondes. Allez-y. Mais vite. J'ai évidemment vu à la fois le talent de Jean-Yves Le Borgne et le fait qu'il est avocat. C'est-à-dire que vous voulez entourlouper, en quelque sorte, nos auditeurs, mon cher Jean-Yves, en disant que l'intime conviction est la preuve d'un monde dépassé. Mais pas du tout. C'est-à-dire que si on suivait votre argumentation, on considérerait que dans l'affaire Jubilard, il n'y a pas l'ombre d'une preuve, pas des présomptions tellement solides qu'elles sont devenues accablantes, et au fond vous donneriez une prime, comme dans d'autres affaires d'ailleurs dont on a beaucoup parlé, au fait qu'un accusé nie les crimes qui lui sont reprochés et en plus a fait disparaître le corps. Quelle aubaine! Mais quelle aubaine! Et donc ce serait très dangereux pour la société et peut-être pour la justice. Allez, petite réponse et on parle. Monsieur l'avocat général, je comprends que vous voyez des coupables partout, c'est dans la nature des choses, et je ne peux pas vous en vouloir, mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire à ce qu'une sorte d'hubris judiciaire se mette en place, et à ce qu'au fond on se dise, au fond la preuve, la démonstration n'est pas assez superflue, et moi je vous dis, quand je vous regarde dans les yeux, quand je vois qui vous êtes, au fond de moi-même, une sorte de révélation me dit que vous êtes coupable. J'en tremble encore. Il a dit ça en me regardant, je suis inquiet. Jean-Yves, vous avez vu aussi ça. Est-ce que vous avez suivi le procès? Je l'ai suivi de loin en loin, comme la mesure du possible. Non, attendez, ne profitez pas. Non, je vois, avec un avocat général, faut pas être sincère, il en abuse. De très loin. Allez, c'est pas fini. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Merci messieurs pour ce spectacle formidable. On a l'impression d'être dans le procès avec vous. Voilà, 0826 300 et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h30 autour de cette table. Philippe Bilger, Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste, et Sébastien Ménard, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la foodtech. On était bien entendu sur ces réquisitions, en tout cas sur Cédric Jubiliard, qui a été reconnu coupable et qui est condamné donc à 30 ans de prison. Et sur cette condamnation uniquement sur l'ultime conviction. Alors bien sûr, j'ai envie de vous opposer les affaires Omar Haddad, condamné à 18 ans de prison pour sur cette intime conviction, l'affaire Outreau entre autres, l'affaire Patrick Dils, et je me tourne vers vous Philippe Bilger. Ma chère Cécile, même si on peut pas comparer les... En effet, vous avez l'honnêteté de le dire d'emblée, de sorte que déjà votre argumentation est un peu biaisée. D'accord. Mais non, je veux dire, vous avez la diversité criminelle avec des arrêts d'acquittement ou bien de condamnation. Mais
il est difficile de parler d'affaires où on n'a pas été, et je le fais moi-même, donc je m'incrimine. Vous avez plus d'expertise que moi, moi c'est pas juste pour vous relancer. Non, mais je veux dire, je ne discute pas la majorité, la justice criminelle. Je ne considère pas qu'à chaque fois qu'un grand avocat a perdu un procès, il y a une erreur judiciaire. Pour moi, en réalité, les affaires que vous évoquez peuvent susciter le doute. Et pour Patrick Dils, vous avez totalement raison. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Mais comment on peut protéger le doute, Philippe? Oui. C'est la question qu'on a envie de se poser. C'est la question que je me pose. On m'a toujours dit, alors moi je ne suis pas juriste, que le doute devait profiter à l'accusé. Bien sûr. Mais j'ai l'impression. Et c'est le cas. Et c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Excusez-moi, théoriquement. Mais pas pratiquement. Mais si. Mais non. Mais Patrick Dils, il avait. Allez-y, Philippe. Prenons l'affaire Jubilard. Oui. Vous considérez qu'il y a un doute parce que les éléments qui ont été édifiés contre lui et qui résultent d'une accumulation de présomptions ne vous satisfont pas, tout simplement parce qu'il a l'habilité d'avoir nié le crime et que par ailleurs il a fait disparaître le corps. Ça n'est pas de la faute de la justice si l'accusé extrêmement criminel vous dispense des preuves qui pourraient radicalement l'accabler. Autrement dit, il faut que l'intelligence de la justice, confrontée à une absence de preuves, dont bien entendu, selon l'accusation, c'est l'accusé qui est responsable, passe outre à cette absence de preuves en disant « je n'ai pas de matériel qui me disent, qui me souligne la culpabilité, mais je sais que vous êtes coupable ». Je crois qu'il y a un phénomène aussi qu'il faut évoquer, c'est celui de la tragédie sociale. La médiatisation ? Non, oui, la médiatisation en est un élément, mais je veux dire de la gravité que représente une situation, la disparition d'une jeune femme, ça peut-être le fait qu'elle ait été assassinée, que sais-je. Bon, il faut une réponse. Et je crois que la justice, peu à peu, perd cette humilité qui consisterait à dire « je ne peux pas répondre à tout, je ne peux pas vous rééquilibrer en quelque sorte par une condamnation n'importe quel drame social qui s'est produit ». Cette humilité-là, je pense qu'elle est en quelque sorte court-circuitée par l'usage, je ne dis pas par l'intime conviction, par l'usage que l'on fait de l'intime conviction qui se substitue à la démonstration de la culpabilité. Mais je voudrais te poser une question. Imaginons qu'il soit condamné en appel, qu'il fasse pourvoi en cassation et qu'il n'y ait pas de cassation et que, je sais pas, 1 mois ou 3 ans après, on retrouve un corps. Mais précisément, je peux terminer ma question. Ce ne sera pas le cas. Ça peut arriver. Alors, attendez. Moi, j'ai une autre question. Je rebondis sur ce que vous dites. Si Philippe Bilger, si le cas était inversé, c'est-à-dire si c'était Delphine qui avait, en tout cas, Cédric Jubilard qui avait disparu, et si ça n'était pas un féminicide, est-ce que vous pensez que ce procès, d'abord, aurait eu un tel retentissement, et vous pensez que l'infime conviction aurait le même poids aujourd'hui? Pardon de radoter là-dessus, mais Jean-Yves, sans arrêt, vous énonce comme un mantra une absence de preuves. C'est faux. Il y a des preuves. Deuxième élément, ce qui passionne dans cette affaire, ma chère Cécile, ça n'est pas le sexe de l'accusé. C'est à la fois l'horreur du crime et le mystère qui fait de chaque citoyen un détective. Je crois que... Oui, mais dans la presse, il y a marqué féminicide. Ah oui, mais moi je ne l'utilise pas ce terme parce que on en abuse. Le fait que ça rentre dans une sorte de, j'allais dire, d'idéologie féministe, ça n'est pas ça qui me passionne dans cette affaire. En revanche, Philippe Bilger a dit qu'on ne retrouverait pas de corps. Rappelez-vous, pour le petit Émile disparu, on a retrouvé un corps des mois et des mois après. Donc on peut peut-être retrouver un corps après. Mon cher animateur replay, vous pouvez m'expliquer pourquoi, devant une infinité d'éléments qui accablent, vous allez chercher, comme par hasard... Non, mais je posais une question. Est-ce que et si on retrouve un corps, est-ce que dans ces cas-là, on dit, on refait un procès, même s'il a été définitivement condamné? Et si Dupont était coupable, et si Dubois était coupable, mais arrêtez en permanence de chercher des substituts à une vérité qui vous crève les yeux. Non, mais moi je pose des questions.
Ah bah vous avez bien calmé là. Je veux simplement dire que je n'ai à aucun moment abusé de l'analyse de la situation en disant qu'il n'y avait pas de preuves. Ah, si. Personne. Vous l'avez dit sans arrêt. Oui, mais je le redis encore. Et je dis que ce n'est pas un abus et que c'est un constat. Mais il n'y a pas de preuve absolue. Il y a une sorte de déduction. Si Delphine n'est pas réapparue, c'est sans doute qu'elle est morte. Si elle est morte, c'est sans doute qu'elle a été tuée. Et si elle a été tuée, ça ne peut être que lui. Rappelez-vous les lunettes brisées, rappelez-vous ceci, rappelez-vous cela. C'est un climat. Et au fond, c'est la notion de faisceau d'indices. Les indices, c'est des sous-preuves qui, parce qu'elles sont au pluriel, finissent par être transformées en une démonstration. C'est assez dangereux. Excusez-moi, est-ce que l'intime conviction, d'ailleurs, on part en appel, si l'intime conviction, est-ce que ça va être difficile d'expliquer, puisqu'on ne peut pas demander aux juges d'expliquer pourquoi ils ont cette intime conviction, comment ça va se passer en appel? Si, on peut leur demander. Parce que désormais, depuis quelques années, les arrêts de cour d'assises qui n'étaient pas motivés, et je dirais que ce qui est fondé sur l'intime conviction n'a pas à être motivé. C'est comme ça que je le ressens, et puis c'est tout. Et précisément... Oui, mais il faut vérifier la cohérence. Mais précisément, maintenant, il faut motiver les décisions d'assises. Donc il y aura n'est plus un ressort, contrairement à ce qu'a dit Jean-Yves tout à l'heure. Sébastien Ménard voulait s'exprimer, on l'a pas entendu. Voilà, pardon. Allez, on a 40 secondes. Pour moi, cette affaire, c'est comme un... Pardonnez-moi, maître et monsieur procureur, c'est un grand puzzle dans lequel on a presque toutes les pièces, mais il manque des pièces. Est-ce que ce manque de pièces doit profiter quelque part à l'accusation ou à l'accusé? Voilà, c'est la question. Mais il manque des pièces. Il y a quand même une vieille tradition judiciaire, c'est que le doute profite à l'accusé. Comment peut-on imaginer une peine aussi lourde que 30 ans de réclusion criminelle quand, comme vous dites, il manque des pièces? Pour l'avocat, il y a toujours un doute. Voilà. Allez, je suis très inquiet que pour l'accusation, il y en ait si peu. Voilà. Allez, soyez les bienvenus. Restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix. On fait un petit point et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons